Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format XR Must dédié toujours à la création immersive et numérique. Un format qu'on veut un peu plus riche, un peu plus enrichi. On va accueillir l'équipe d'un projet tout de suite et c'est une formule qui passera de l'anglais au français selon les occasions. On avait envie surtout de revenir sur un des projets qui a cartonné sur la fin d'année 2024 et qui est un de nos projets coup de cœur aussi. Autos Planet, qui a été présenté à Annecy, à Venise, qui a remporté un prix à Venise, qui a remporté un prix au Festival de Genève également, le GIF, et dernièrement à Stéréopsia. Et pour ça, je vais accueillir l'équipe du projet. Je vais les passer à l'écran. Messieurs, bonjour. Bonjour Gwenaël et Julien au Luxembourg et Nicolas qui nous fait Bonjour. le plaisir d'être en direct du Canada. Bonjour. Bonjour. Tout le monde s'est mobilisé sur une time zone différente. Déjà, je vais vous demander comment vous allez. Gwenaël, on s'est croisé il n'y a pas longtemps à Bruxelles. J'ai l'impression que tu fais le tour de la planète avec le projet. Comment ça va? Ça va plutôt bien. J'avoue que je vais pas à me plaindre puisque effectivement le projet est sélectionné dans pas mal d'endroits et par moment j'arrive à le suivre et à aller le montrer aux gens. Donc ça va très très bien. Et c'est important de l'accompagner et d'être sollicité par autant d'événements, mais de pouvoir aussi parler avec les spectateurs. Ouais, évidemment. Enfin, je pense que c'est les feedbacks qui sont vraiment les plus intéressants. C'est ceux qui viennent. Enfin déjà, moi ce que j'adore, c'est voir les visages et voir les sourires en fait sous le casque. Ça fait vraiment. C'est toujours c'est très nourrissant. Et évidemment, avoir le feedback des gens, c'est quand même le principal, c'est pour eux qu'on le fait, quoi. C'est pas un peu pour nous, mais beaucoup pour eux, quoi. Et Julien, toi, tu restes au bureau et tu travailles sur la suite, c'est ça? C'est ça, voilà, moi je fais le secrétaire de monsieur le réalisateur et puis lui il va boire du champagne. C'est ça qui se passe. Non, non, en fait, quand je peux, je l'accompagne, mais c'est surtout Gwen et puis c'est Gwen qui a fait un excellent travail. Moi je suis très fier de ce qu'il a accompli. Le résultat il est vraiment magnifique et enfin voilà, moi c'est une grande joie de voir que le projet plaît et qu'il puisse voyager autant. Donc non, c'est super. Et enfin, Nicolas, bonjour. Tu es plutôt sur la matinée. Nous, on est plutôt dans une petite fin de journée, mais comment ça va chez DPT? Ça va bien, ça va bien. C'est la fin de l'année, je pense on a tous très hâte à se reposer un peu pendant les fêtes, mais ça a été une grosse année. On en parle, Tous Planète a fait le tour de notre planète et malheureusement, j'ai pas pu suivre le projet à chaque festival. C'est un peu plus compliqué quand il faut traverser l'océan à chaque fois, mais bon, peut-être que je pourrais être plus présent en Amérique du Nord dans les prochaines semaines et mois, alors qu'on va présenter le projet ailleurs. Peu de teasing, on espère. Euh, je vais vous demander juste très rapidement, peut-être Julien, de nous reparler un peu de Skill Lab en quelques mots. On en a déjà parlé sur le site, mais c'est toujours bien de faire quelques mots. Puis Nicolas sur DPT. Puis première question, ce sera sur la coproduction, pardon, comment vous avez travaillé ensemble. Parce que Julien, tu veux nous présenter Skill Lab en quelques mots. Ouais, alors en quelques mots, Skillab, c'est une société de production, c'est pas un studio, contrairement à, enfin, il y a un peu un flou sur la question parce qu'on a commencé en 2010, on a fait pas mal de pubs, donc Skillab, c'est Gwen et moi, hein, c'est une toute petite structure, et on a fait pas mal de publicité, donc c'est pour ça qu'il y avait l'accroche en dessous de notre nom, Creative Studio, parce que Gwen faisait beaucoup de motion design à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on avait cet acronyme studio en plus. Mais aujourd'hui, on est vraiment producteur, donc pas sans studio. Et depuis quelques années, on a complètement arrêté tout ce qui est commercial et publicité. Et on est vraiment focus sur les projets XR et la fiction. On fait du cinéma aussi ou série, enfin voilà, du live traditionnel, on va dire, et on le produit. Et Gwen et moi, on est aussi réalisateurs, donc on a chacun des projets qu'on réalise et qu'on développe. Et on coproduit donc avec des partenaires comme les excellents DPT, on coproduit des projets. Voilà. Et pour préciser qu'au Luxembourg, vous travaillez aussi avec des studios au niveau national, le C'est cas ça. échéant, quand vous avez des besoins. Voilà, c'est ça. Donc nous, on a vraiment une casquette de producteur où on va chercher, enfin, on développe les projets, on va chercher les financements pour pouvoir les produire, et on choisit du coup les partenaires avec qui on veut travailler. Et on a d'excellents studios animation au Luxembourg, parce que c'est vraiment une qualité propre au pays, parce que l'animation a toujours été bien soutenue au Luxembourg, et il y a des vrais talents
Et donc, le monde de l'animation, c'est assez reconnu comme pays de coproduction. Et donc, voilà, nous, c'est vraiment notre force au Luxembourg, c'est l'animation pour quand on reste dans l'écosystème XR, VR, la force du Luxembourg, ça va être l'animation. Et ben, on va parler un peu de tout ça. Est-ce que Nicolas, tu voudrais nous parler un peu de DPT? Donc nous, on se connaît depuis un moment puisque tu as travaillé il y a quelques années sur The Enemy. Et quand je dis quelques années, c'était presque les prémices de la réalité, enfin, des nouvelles narrations en réalité virtuelle. Depuis, il y a eu un sacré chemin parcouru. Et puis DPT ne fait pas que ça. Mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles sont vos activités? Absolument. Donc, oui, ben, DPT est à la base un studio, mais agit aussi comme producteur et dans le fond, on se définit comme une entreprise qui crée des espaces réels et imaginés dans lesquels les histoires se vivent plutôt que d'être simplement observées. Donc on fait des projets immersifs, oui en XR, réalité augmentée, virtuel, mixte, mais aussi de l'immersion dans l'espace physique. Donc, euh, donc voilà, ça fait des années qu'on fait ça. Effectivement, notre premier grand projet XR, c'était The Enemy, qui est sorti en 2017, si je ne m'abuse. Et ça a été, ben, pour nous, ça a donné le coup d'envoi, en fait. Ça nous a permis de faire le tour du monde déjà, un peu comme ce qu'on voit à Erotos Planet. Et ça nous a permis de faire des rencontres avec d'autres producteurs, développer des coproductions et aussi ça, poursuivre dans ce monde merveilleux qui est pas toujours facile, mais je pense qu'il évolue dans la bonne direction en ce moment. Merci Nicolas. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur ce côté coproduction, même si on va beaucoup plus parler de la création au cœur du projet, mais comment vous vous êtes rencontrés, comment c'est monté tout ça, sachant qu'il y a aussi le partenaire français avec Small Creative. Qui veut commencer, Julien, Nicolas? Nicolas peut-être? Oui, je peux y aller. On s'est rencontrés en fait à l'Atelier Grand Nord euh, pendant la pandémie, donc je crois que c'était en Ah oui. 2020. C'est ça? C'était au tout début de la pandémie, Ouais, je crois que 2020 c'est ou ça, 2021? C'est ça, ouais. Et, janvier euh, et, 2020. et donc, ça devait être ben, l'Atelier Grand Nord, en fait, c'est un XR, c'est un événement annuel organisé par la SODEC qui regroupe des producteurs québécois, mais aussi des producteurs issus de la francophonie, donc Luxembourg, évidemment, France, Suisse, Belgique, etc. Et normalement, on se fait enfermer dans un hôtel pendant une semaine. J'aime bien dire que c'est comme un shining bienveillant. Euh, et malheureusement, cette année-là, ça a été un atelier grandeur sur Zoom. Mais on a eu le plaisir de rencontrer Gwen et Julien qui eux, en fait, étaient venus avec le projet Autos Planet qui m'a absolument charmé. Euh, et en fait, c'est ça qui a planté les graines de la collaboration, mais ça a été plusieurs années plus tard, en fait, qu'on a décidé de collaborer. Donc, je ne sais pas si Julien ou Gwen Ouais, veulent continuer sur cet il me aspect. semble que il me semble que c'était 6 mois plus tard, en fait. À l'époque, on avait déjà pas mal travaillé et discuté avec Small. C'est ça, Gwen? Il me semble que Oui, c'était c'est six ça. mois après, en gros. Et en fait, le problème, c'est que le projet a été soutenu en France par le CNC, enfin pour Gwen, a été soutenu en tant qu'auteur à l'époque. Et une fois qu'on a passé l'étape du dossier de développement, qu'on voulait chercher du financement à ce moment-là au CNC en France, le dossier n'est pas passé. On était un peu bloqué niveau financement. Et c'est là que dans des discussions avec Nicolas, où on avait bien accroché, on cherchait d'autres projets pour éventuellement collaborer. Il nous a proposé, je crois, à l'époque, un autre projet où voilà, Ouais. il cherchait des producteurs. Et on en a un petit peu parlé, mais et puis on a dit oui, bah nous malheureusement Autos Planet, ça bloque un peu. Et il a dit ah, bah, moi, écoutez, ça me plaît plutôt bien. Si vous voulez, s'il y a moyen d'aider, si en plus il connaît bien Voyelle de chez Small, donc voilà, la discussion s'est vite fait et on s'est mis tous d'accord. On s'est dit bon, écoutez, on va tenter le coup avec un partenaire canadien, avec DPT, et on verra si on arrive à garder Small dans la boucle à un moment ou un autre, les faire revenir. Enfin, on verra comment on fait, mais faisons comme ça. Et c'est parti. Mm. Voilà. Je pensais que le CNC vit bien avec sa décision.
On pourra leur Je ne poser la sais question. En pas. tout cas, ça laisse espérer que pour des projets qui parfois ne bouclent pas leur financement tout de suite, ils peuvent trouver d'autres solutions. Il faut continuer à chercher à chaque fois. Est-ce que le projet pitché il y a donc presque 4 ans maintenant, même si c'était début 2021, est-ce que le projet pitché à ce moment-là, c'est le projet qu'on a découvert cette année? Gonel Ouais. peut-être? Mhm. Alors, Est-ce que je c'était le me même souviens que le projet. dispositif? Alors, le dispositif, il a toujours été le même. En fait, l'idée de la petite planète, etc. Tout ça, c'est un truc qui est persistant depuis le début. Mais enfin, pour rappel, le projet, si tu veux, ça fait vraiment en tout, je pense que ça fait 5 ans et demi ou 6 ans, si tu veux, par rapport à la toute première version du scénario. Et donc, du coup, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Au tout début, on avait une histoire qui était beaucoup plus simplette, entre guillemets, un peu plus manichéenne. À un moment, en discutant avec les gens du fond à Luxembourg, qui, eux aussi, à un moment, nous ont un peu repoussé en disant: «Ah non, c'est pas encore, enfin, c'est pas vraiment ça». Ça m'a permis de retravailler un peu le scénario et du coup, un peu, je l'ai nourri de nouvelles idées et à partir de ce moment-là, en fait, on a eu un truc un peu moins manichéen. Je vais pas spoiler le truc, mais avec un peu plus de subtilité, avec un peu plus de surprise, en fait, finalement. Et donc du coup, mais à partir de ce moment-là, une fois que cette version du scénario était écrite et celle-là, elle date déjà d'il y a un bout de temps, hein, je pense que dès le début, je pense que Nicolas, il avait à peu près cette version-là entre les mains. Moi, il me semble que Ça n'a pas beaucoup bougé, il me semble. c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est quand même pas mal l'Atelier Grand Nord qui nous a un peu poussé à aller. En fait, ça faisait un peu plus enfantin, c'était pour un public. Ça pouvait paraître être pour un public un peu plus jeune. Et ils nous ont poussé d'aller un peu plus loin dans l'histoire, peut-être C'est un vrai. peu plus adulte, on va dire, entre guillemets, hein, parce que ça reste quand même accessible à un jeune public. Bon, peut-être pas des enfants, si, mais ils comprendront peut-être pas tous les sous-entendus. Mais voilà, je crois que c'est l'Atelier Grand Nord qui a débloqué une partie intéressante dans le studio, dans le scénario, pas dans le studio. Mais à partir de là, ça a plus beaucoup bougé, effectivement. Et la direction artistique y était un peu dès le départ ou ça a été un travail en commun aussi parce que on a déjà discuté un peu ensemble lors de la première interview, c'est très pop, c'est très coloré et ça fait du bien sur un médium où on parle souvent et à raison de choses très dramatiques ou très tristes ou très réelles. Là, on parle dans un environnement très pop culture qui n'ignore pas non plus certaines questions importantes de la vie, mais qui se permet de faire quelque chose d'assez coloré. Ça fait du bien au médium. Est-ce que ça a fait partie de votre collaboration ou est-ce que dès le départ, il y avait un mood board très étoffé dans ce sens-là? Comment ça s'est passé? Bah, il y a eu un travail en commun, en fait, qui a été effectué. Au tout début, en fait, il a fallu savoir, évidemment, qui allait faire quoi, en fait, dans cette structure, avec plusieurs studios et des choses comme ça. Mais à partir du moment où, en fait, on a réussi à diviser le travail en sachant, que, une grosse partie des éléments, on va dire que la planète, en gros, c'est, chez DPT que ça a été fabriqué. Une grosse partie de l'environnement, en fait, tout simplement, en fait, a été fait là-bas. Mais pour tout ce qui est des personnages et puis quelques assets et cetera et l'animation, là par contre on était, chez nous à Luxembourg et du coup on est passé par le studio Zite. Et dans un travail de recherche, global finalement, on avait des directeurs artistiques et des graphistes en fait de chacun des côtés de l'océan enfin moi j'avais évidemment quelques références, j'ai apporté des références à chacun de ces directeurs artistiques en disant: «Moi j'aimerais plutôt quelque chose comme ci, quelque chose comme ça». Et puis, c'est comme ça que s'est construite la direction artistique du projet. Donc on n'avait pas un directeur artistique en soi à proprement parler, si ce n'est que moi, j'avais quelques goûts esthétiques que j'aimais, que je voulais apporter au projet. Et après, on a travaillé avec les différents talents dans les studios, quoi, pour créer cette œuvre. Si je peux ajouter, quelque chose, quand vous avez présenté le projet à l'AGN, il y avait déjà un univers visuel assez fort, puis je veux dire que c'est ce qui nous a interpellés, en fait, sur le projet, puis qui nous a donné envie de collaborer parce que c'est vrai du moins de notre côté, en termes de coproduction de projets XR qu'on a fait par le passé, c'est souvent des sujets plus lourds. On est souvent dans le documentaire. Là, on commence à avoir de plus en plus de fiction. Mais, mais c'était un projet qui me faisait plus penser à ça se rapprochait plus à du Pixar, disons, qu'à un documentaire, ultra, ultra lourd et c'était très rafraîchissant. Mais c'est vrai
Mathieu, comme tu l'as mentionné, on arrive avec un univers qui est pop, qui est joyeux, qui est coloré, mais on traite quand même de sujets qui sont sérieux, comme la colonisation, la protection de l'environnement, etc. Oui, ce qui est, si je me trompe pas, chez DPT, c'est vous intégrez beaucoup de sujets contemporains et de sujets forts comme ça dans vos projets qui soient au final relativement pop, justement, ou des sujets très documentaires, mais vous avez cette fibre aussi de conserver à chaque fois un propos, quoi. Oui, ben oui, exact. On essaie, disons que le terme, c'est impact social. On veut pas que ça devienne nécessairement lourd, mais on essaie de trouver des projets avec un propos, avec un sens, avec une pertinence aussi. Donc je pense que Autos Planet, c'est un exemple parfait de quelque chose qui est à la fois divertissant, qui peut, Julien le mentionnait, c'est peut-être pas fait nécessairement pour les enfants, mais moi, mes enfants l'ont adoré le projet. Mais les adultes vont peut-être le lire différemment aussi. Puis je pense que c'est un des aspects qui est si intéressant avec ce projet. Peut-être une question, une de mes premières grosses questions, c'est comment on appréhende le passage du scénario à la réalisation du projet quand vous avez une boule devant vous. Est-ce que vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à cette volonté de mise en scène, ou est-ce que les choses se sont faites naturellement? Vous avez créé la planète avec ses différentes parties. Je ne vais pas non plus trop spoiler tout ce qui s'y passe, mais comment on passe des mots sur le papier ou des concept art à vraiment créer cet environnement? Parce que généralement, une scène en 360, par exemple, bon, bah, on fait la scène et puis on va mettre des choses dedans. Là, on peut avoir un environnement, mais surtout, finalement l'histoire, c'est une boule devant vous. Si je peux résumer de manière très simpliste, et c'est malheureux. Euh, Est-ce que ça a engendré beaucoup de discussions, ou au final ça s'est fait naturellement? En tout cas, c'est sûr que c'était un gros enjeu parce qu'en fait, on avait un scénario qui était écrit et en fait, la question c'est est-ce que ce scénario qui était écrit, qui était clairement à plat, comment là, il allait se transformer en volume, en sachant qu'en plus, on n'a pas de coupe en fait dans l'histoire. Donc c'est une sorte de plan séquence immense, quoi. Et donc, pour ça, on a fabriqué un outil qui est à la croisée des chemins entre le storyboard et l'animatique, mais en volume. Donc on a fabriqué une planète, enfin on avait déjà la forme on avait déjà la forme de la planète, on savait la forme qu'elle aurait et on a décidé à ce moment-là où se trouvait, bah, le hamac de Otto, où se trouvait l'arbre, où est-ce que, où allait se retrouver Exo et chacune des scènes, comment elle allait se répartir, quoi. Et donc du coup, on a essayé de mapper tout ça, sur une planète et c'est à ce moment-là qu'on a aussi vu, bah, bon, bah, à un moment, c'est trop long, ça ne marche pas. Lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Parce que c'était pas écrit dans le scénario. Parce que dans le scénario, on décrit un moment, bah, Otto fait ça, mais qu'est-ce qu'il Oui. fait Exo en attendant? Bah, alors du coup, il fallait trouver un peu des trucs pour meubler, enfin, ou pour nourrir le récit. Et donc, du coup, il y a des choses qui se sont créées grâce à cet outil, en fait, tout simplement. Et est-ce qu'il y a une sensation de... Ouais. Vas-y, Julien. Oui, je voulais juste rajouter que après le dispositif en lui-même, il part aussi d'une envie. Bon, on l'a déjà mentionné, Gwen en parle régulièrement, mais on avait vu une œuvre Arden's Wake à l'époque qui avait pas mal marqué autant Gwen que moi et donné envie en fait d'utiliser ce dispositif un peu de petite maquette et petits personnages. Donc, en fait, le dispositif avait été presque là avant l'idée. Et après, bien sûr, il y a toute la mise en scène, ce que Gwen vient de dire, c'est rajouté après, mais le fait que ce soit une planète et que les personnages soient grands comme ça et qu'on les puisse tourner autour, ça vient d'une envie voilà, qui a été inspirée par Arden's Wake notamment, ou Gloomy Eyes aussi, d'une certaine Ou façon. The Line, en fait, oui, qui était qui reste encore aujourd'hui des super projets de référence, avec des personnages de petite taille. Enfin, c'est clair que c'est ça qui a nourri, en fait, l'idée de base, en fait. Oui, il y a toujours, il y a pas mal de projets comme ça, comme The Line aussi. On utilise, moi j'appelle ça des petites marionnettes entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment Mhm. on joue sur ou Battlescar par ailleurs, où on joue sur les, Mhm. les, euh, les dimensions, et en fait on peut se retrouver avec un mini théâtre devant soi, et c'est le cas d'Autos Planet. On a cette planète avec tous les personnages. On va discuter de l'interactivité après. Mais et du coup, est-ce que c'est un choix qui apporte des bénéfices de jouer avec cette planète et cet environnement finalement qui est un peu devant vous? C'est un avantage pour la mise en scène, pour le travail de chaque département, ou est-ce que ça peut être un piège aussi, justement, de ne pas savoir ce qui se passe derrière, ou de ne pas oublier
de créer un truc à côté, un peu de vie, etc. Est-ce que ça au fil de la production, ça a été un challenge positif, négatif, un peu des deux? En termes de mise en scène, comme je te le disais, c'était quand même, on a vu les moments où ça pouvait poser des soucis, et cetera, par rapport au cheminement, par rapport au temps que ça prend. Parce qu'en fait, il peut y avoir des longueurs finalement, parce qu'en fait, si un personnage passe d'un point A à un point B et que ce point B, il est assez loin, qu'est-ce qui s enfin voilà, on n'a pas envie que d'ennuyer le spectateur et en fait, ça, c'était un enjeu donc c'est la première chose. Mais techniquement, en fait, on s'est retrouvé avec une deuxième assez grosse, «difficulté» entre guillemets, c'est au moment du motion capture, qui est la phase de saisie de mouvement des personnages et comme tu peux t'en douter, en fait, on n'a pas capturé sur une planète ronde, quoi. Donc on a capturé à plat leurs mouvements et après il fallait mapper ça sur une planète et donc du coup, l'enjeu était techniquement était pas simple parce que ça veut dire que, les gens de chez HAL qui étaient donc en charge du motion capture ont dû, avoir, une sorte de «codage» entre guillemets, enfin coder un truc pour que ça puisse fonctionner, ce qu'on a capturé à plat puisse fonctionner en fait, en volume et surtout que ce qui se retrouve par exemple à chaque fois au bon endroit, quoi. Ça veut dire que, on a dû tracer en fait des points pour dire: «Bah, si tu vas de là à là, et bah, sur la planète, tu vas te retrouver de là à là-bas» et je peux te dire que c'est pas du tout ce que tu penses. Parce que quand tu as l'impression que tu vas aller tout droit, bah, il faut pas que tu ailles tout droit. Tu fais une grande courbe, pour arriver au point et que tu comprends pas, mais c'est comme ça. Donc effectivement, oui, il y a eu des petites surprises, mais voilà, c'était plutôt bien relevé par les équipes techniquement qui ont fait du beau boulot là-dessus, quoi. Nicolas, ça te fait sourire? Ça te fait penser à des choses qui, en production, dans des... Ben, c'est évident que la portion motion capture a apporté son lot de défis. Puis ça, oui, ça fait rire parce que je, je sais pas à quel stade il y a eu la réalisation qu'on devait mapper les personnages sur une petite sphère, mais qu'on allait faire la capture de mouvement à plat. Ça apportait certains éléments de complexité. Il y a aussi des décisions qu'ils ont dû prendre pendant la phase de motion capture pour simplifier le processus, qui modifiait ensuite des décisions qui avaient été prises au niveau de l'intégration dans l'engin, qui est Unity. Donc, c'est tous des petits détails, en fait, mais c'est normal. Dans chaque projet, il y a ce genre de surprise. Mais, mais parfois, quand on travaille en motion capture, tout le monde a l'impression que ça va être très, très simple. C'est bon, on va en studio, on filme, on rentre ça dans l'engin, mais en fait, c'est un processus qui est souvent très complexe et qui demande ensuite plusieurs petites mains pour ajuster le travail et s'assurer que ça fonctionne et que tout se raccorde. Oui, c'est vraiment, l'expression théâtre de marionnettes, c'est un petit peu ça quand même. C'est un peu, jouer avec cet environnement devant soi. Gwenaël, j'en profite, tiens, pour glisser une question sur justement le sound design et la musique, puisque, on en a déjà un petit peu parlé, entre nous, mais, c'est un projet qui est vraiment habillé de sons, de musique et cetera et encore une fois, ça fait penser à quelque chose de très pop. C'est hérité de beaucoup de références ou de choses que tu as faites précédemment. Toi, tu nous avais fait des clips aussi, est-ce que l'environnement musical et sonore, c'était primordial pour, habiller aussi l'histoire de cette planète? Bah, oui, comme toujours, enfin, moi, je suis très attaché à la musique et au son en général et du coup, enfin, pour chacun des projets, en fait, mais c'était déjà le cas avant quand je faisais des clips ou de la pub. Pour moi, c'est 50-50, voire même, dans l'absolu, tu pourrais dire à 70-30. Mais et 70, c'est pas l'image, hein, c'est le son parce que c'est le son qui va te donner, les émotions dont tu as besoin, c'est la musique qui va te les transmettre, enfin, tu vois? Il y a un truc capital que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui oublie, c'est que le son, il est juste, indispensable pour créer tout ça et pour le nourrir, pour que ça marche bien, quoi. On s'en rend pas tout le temps compte et du coup, effectivement, pour moi, c'est vraiment indispensable et du coup, ce que je voulais dire, oui, c'est donc les équipes qui ont travaillé, c'est Matrix, en fait, qui s'est occupé du sound design, qui sont basés, à Luxembourg. Donc du coup, chez eux, c'est pas simple parce qu'il y a, d'une part, la création des sons, mais aussi l'intégration dans le moteur Unity, évidemment en accord avec les gens, de chez DPT. Donc là, c'est aussi, techniquement, c'est pas forcément, évident. Et pour ce qui est de la musique, moi, je suis un grand fan de Chapelier Fou et je l'ai contacté en me disant, «J'espère que ça pourrait c'est un projet qui pourrait lui plaire»
Et puis et ça s'est très très bien passé parce que en fait on a pu travailler ensemble. Donc le gars est super talentueux et il est abordable. Et moi je suis très très, enfin, étant fan déjà en fait de sa musique qui fait au-delà de ça, c'était juste un kiff de bosser avec lui, quoi. Donc pur plaisir, quoi. Et si on passe à une des grandes réussites du projet, en tout cas pour moi, je ne suis pas le seul à avoir un avis, mais c'est aussi les interactions, l'interactivité et beaucoup de petites choses qui me semblent comprendre le médium parfaitement et peuvent permettre aux spectateurs de jouer avec l'histoire et vraiment de jouer avec l'histoire, pas seulement de pouvoir, comme d'habitude, saisir des objets ou pointer ou etc., mais plutôt de vraiment s'emparer de l'histoire. Est-ce que, question préalable sur l'interactivité, c'est est-ce que vous avez eu l'intention justement de mettre le spectateur en position un peu de réalisateur de sa propre histoire? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui était conscient quand vous avez créé le projet ou est-ce que c'est plutôt l'addition de toutes ces features qui ont permis de donner cette impression? Bah, on était conscient de ça et à un moment, on s'est même posé la question, jusque où on pourrait aller dans la narration, justement, que le point de vue puisse influer sur des choses. Mais ça nous a amené sur un truc qui était un peu trop complexe techniquement et enfin, ça allait un peu trop loin. Et donc du coup, le côté, réalisateur, il est surtout du côté du point de vue, finalement. Donc le fait que tu puisses aller voir à un moment ou à un autre, surtout quand les personnages sont pas au même endroit, si tu vas choisir ce que tu vas regarder dans de l'histoire. C'est ça qui est très marrant. C'est que, il y en a un qui fait sa vie là et l'autre il fait sa vie là, à un moment, faut que tu choisisses lequel tu vas aller voir, quoi. Et c'est en ça que c'est marrant, effectivement. Plus pas mal de petits ajouts de ce que vous avez rajouté sur la planète, d'éléments qui se créent, de l'histoire qui se déplie aussi progressivement. Et puis de vraies interactions pardon, avec notamment ce module de pouvoir éloigner ou rapprocher la planète, enfin, vraiment de pouvoir choisir son cadre, entre guillemets. Je ne sais pas si l'expression est bonne pour la réalité virtuelle, mais de choisir son cadre et puis effectivement après de pouvoir manipuler un peu tout ça, quoi. Ça a été un défi, ça aussi, technique, ou ça a été, enfin, est-ce que l'idée de base a été facile à intégrer dans un objet, dans un contenu narratif comme ça? Est-ce que ça, c'était une réussite à chaque fois ou est-ce que Bah, l'idée de, par exemple, de bouger la planète à l'endroit où tu le souhaites, c'est plus un confort en fait pour l'utilisateur pour être certain que ça s'adapte à toutes les conditions. On ne sait pas où sont les gens quand ils vont regarder le projet et on veut leur permettre de soit lever la planète, la descendre, la mettre plus au fond et de se trimballer avec où ils veulent, quoi. Donc c'était plus user-friendly finalement, quoi. C'était pas forcément lié à la narration ou à l'ambition de, de mettre le spectateur dans la place du réalisateur où il y avait pas une truc pensé, c'était plus technique. Mais du coup, effectivement, on est assez, enfin, on est très content du résultat et de cette possibilité-là. Le fait, d'une part, de pouvoir bouger la planète où tu veux, et évidemment, de pouvoir la faire tourner pour aller voir à l'endroit où tu veux et que tu puisses tourner cette planète comme une page, c'est quand même assez sympathique et élégant, quoi. Et ça, Ben, évidemment, c'est les gens de chez DPT qui ont travaillé dessus. en fait, si, si je peux me permettre, à l'origine, du moins pour le prototype, le contrôle sur la planète était beaucoup plus limité, en fait, parce que ce qui permettait de tourner la planète, c'était certains rochers. Et on avait, en fait, d'un point de vue UX, c'était un peu plus compliqué. Il fallait expliquer aux utilisateurs, vous pouvez mettre votre main ici pour tourner la planète. Puis ça devenait quelque chose de très optionnel et bref, d'un point de vue de la facilité d'utilisation, c'était un peu plus lourd. Puis ensuite, en commençant à travailler avec les nouveaux casques, Quest 3, Vision Pro, hem, on a réalisé qu'il y aurait des façons plus simples, en fait, de permettre de se déplacer, heu, autour de la planète. Heu, je pense que ça a eu un impact sur l'expérience parce qu'au début, les gens avaient plus tendance, selon moi, à se promener autour de la planète que de la faire tourner puis de changer le point de vue de cette façon-là. Hem et ce qui est intéressant avec ça, c'est que, oui, à travers l'expérience, il y a plusieurs interactions, comme parfois on peut donner, le fruit auto ce qui va, bon, dans un certain cas, déclencher une,
une étape dans l'histoire, mais simplement le fait de changer son point de vue est en fait hautement interactif. Ça n'a pas un impact sur le scénario comme tel, mais c'est une interactivité qui, selon moi, qui est intrinsèque à l'expérience et qui est très différente à ce qu'on a l'habitude de voir, parce que normalement, les utilisateurs peuvent se tourner, ils peuvent se déplacer dans une scène, mais de pouvoir contrôler l'ensemble de l'expérience, c'est quelque chose qui était assez nouveau, en tout cas, dans ce que j'ai vu. Et c'est même Je pense que très intuitif au les final. utilisateurs l'ont vraiment apprécié, oui, et c'est très intuitif. C'est ça qui est assez bluffant, parce que c'est un peu la nouvelle façon aussi, vous n'êtes pas forcément les seuls, mais dans Autos Planet, c'est éminemment intuitif et on a très peu de considération pour des. C'est pas écrit sur les écrans, enfin, c'est pas du tout guidé pour que le spectateur passe 10 minutes d'abord pour comprendre la chose. Est-ce que ce côté intuitif, ça a été facile à appréhender pour vous? Est-ce qu'il y a eu des étapes où il y avait plus de manuels à ouvrir, ou est-ce que toute cette mise en scène, encore une fois, autour de cette planète, vous a donné des outils suffisants pour créer de l'intuitivité par elle-même? Ben, si je peux parler du point de vue DPT, c'est sûr qu'on a fait plusieurs tests pour déterminer la meilleure façon de contrôler ce mouvement-là. On a aussi eu des discussions avec Apple, entre autres, parce qu'au début, on invitait les gens, ben, comme je disais, à prendre des rochers pour les déplacer. Puis une des choses qu'on a réalisé, c'est que prendre quelque chose qui n'existe pas, en fait, est très peu intuitif. Essayer de prendre un rocher, mais que ce soit vide, versus utiliser ses doigts, puis tout à coup, on a un feedback haptique avec nos propres doigts. Donc, d'un point de vue utilisateur, cette action-là, en fait, est beaucoup plus intuitive que d'essayer de, de tenir un objet virtuel qui est pas réellement là et d'avoir aucun feedback dans sa main. Donc, il y a eu plusieurs tests, on a fait plusieurs prototypes au début pour essayer de trouver la meilleure façon de contrôler ce mouvement-là. Et donc, si je comprends bien, l'arrivée des nouvelles générations de casques, ça a aussi influencé le projet à un moment dans ce que vous pouviez être en mesure de faire, c'est ça? Ben oui, entre autres, tout ce qui est justement les gestuels, parce qu'on a commencé le projet, c'était sur Quest 1, je crois. On Ah utilisait les oui. manettes. Mais ça, c'était pour le prototype, là. Mais ensuite, on a pu travailler avec Quest 2 et Quest 3 pour le projet en production. Ça nous a permis de commencer à utiliser les gestuels, la détection tu sais, du pinch, ce genre de mouvement-là. Puis ensuite, évidemment, ça, on peut y revenir plus tard, mais la sortie de Quest 3 et d'Apple Vision Pro nous a aussi forcé à nous poser des questions sur la réalité mixte. Ça, peut-être une question sur le Vision Pro, du coup, c'était enfin, c'était un objectif dès le départ, ou est-ce que la concomitance de sortie du casque vous a intéressé aussi pour sortir sur ce casque-là, sachant que j'imagine que c'est pas forcément enfin, pour vous, ça doit être le même projet, mais ça doit être un travail supplémentaire de l'adapter pour le Vision Pro, non? Malheureusement, oui. Euh, c'était, ben, disons qu'il y avait un certain opportunisme dans la décision de l'adapter pour le Vision Pro. C'est un casque, ben, on voulait explorer les possibilités de ce casque. On voulait avoir la possibilité aussi de collaborer avec Apple pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce casque. C'était l'occasion de sortir une des premières expériences interactives narratives aussi pour le Vision Pro qui jusqu'à maintenant, la grande majorité des applications sont plutôt des applications de productivité ou de divertissement dans le sens ben, streaming, Disney+, etc. Donc c'était une occasion de se démarquer sur la plateforme. Mais, euh, mais oui, évidemment, quand on a commencé à travailler avec le Vision Pro, euh, on travaillait avec des versions bêta de Unity qui développait en collaboration avec Apple, mais si on parlait à Apple, ils nous disaient de parler à Unity. Si on parlait à Unity, ils nous disaient de parler à Apple. C'est très difficile d'avoir d'avoir des réponses.
Et d'un point de vue technique, on a été obligé de faire plusieurs ajustements, entre autres au niveau de la façon de faire les animations, dans les shaders qu'on pouvait utiliser, pour que ça fonctionne sur le Vision Pro. Donc, par le passé, quand on fait des projets multiplateformes sur Unity, bon, c'est pas non plus juste cliquer sur un bouton, mais ça peut être relativement simple. Mais avec le Vision Pro, finalement, ça a été deux versions presque séparées. Est-ce que messieurs, Gwenaël ou Julien, vous avez une remarque aussi là-dessus sur le multi, enfin la sortie sur plusieurs plateformes, ça a été un challenge de votre côté aussi? Bah, le plus Bon, gros challenge, c'était clairement pour pas les pour gens de chez nous. DPT, parce que c'était un gros challenge technique. Nous, évidemment, on était super heureux que Nicolas soit chaud pour pouvoir développer le projet sur Vision Pro. Moi, j'étais hypé par le casque avant qu'il sorte, alors du coup, j'étais vraiment pas objectif sur le sujet. Et donc, du coup, et aujourd'hui, je suis vraiment hyper content en fait qu'il ait pu sortir sur cette plateforme parce que malgré qu'il valide une blinde, c'est quand même un casque qui est magnifique, qui a les détails. Enfin voilà, si tu as la chance de faire l'expérience sur le Quest et sur le Vision Pro, bah, tu verras clairement la différence du détail de chacun des petites choses que nous on a pu créer. Et ben, ça leur donne une nouvelle dimension et c'est un vrai plaisir à regarder. Donc clairement, moi je suis très très heureux qu'on puisse le voir sur Vision Pro, quoi. Et aussi, évidemment, d'être parmi les premiers, entre guillemets, à proposer des expériences narratives sur cette plateforme, c'est aussi une petite victoire pour nous. Nous, on est très, très heureux d'être un peu en avance, quoi, tu vois. Donc, Et Ça aussi, pardon. je voulais Julien? juste dire que c'était surtout grâce à DPT, quoi, parce que c'est eux qui nous ont donné cette opportunité. Nous, c'était une wishlist, comme Gwen disait, qui est plutôt très fanboy de ce casque et d'Apple en général. Moi aussi, mais lui encore un niveau au-dessus. Du coup, dès que Nicolas l'a proposé, nous, on l'a pas imposé, mais il nous l'a proposé. On a sauté sur l'occasion et c'est lui qui a eu toutes les galères, surtout pour voilà la complication parce que c'était pas facile de le faire, mais nous on était super heureux d'avoir une double opportunité et puis cette visibilité en plus. Voilà, il se retrouve quand même sur deux stores du coup pour le moment, ce qui est mieux que un. Et c'est aussi, je dirais, moi, ben, au-delà des contraintes techniques, ce qui est intéressant avec le fait de l'adapter pour le Vision Pro et aussi ensuite de faire une version de réalité mixte pour Quest 3, parce qu'à l'origine, Ouais. on devait le faire 100% en réalité virtuelle. Mais c'est vrai que c'est un projet qui s'adapte très bien à la réalité mixte, étant donné qu'on est dans le monde Tiny Planet à la Petit Prince. Euh, l'expérience se passe devant nous, elle est au centre, alors que normalement, souvent, les expériences VR sont plutôt 360. Là, c'était une autre forme de 360. Euh, et et en fait, alors que normalement, avec des expériences VR, on est vraiment invité et immergé dans l'expérience, on est complètement coupé du monde. Là, quand on fait l'expérience en réalité mixte, c'est tout à coup, on invite l'univers et ses personnages chez soi. Ça donne vraiment une autre perspective, je trouve, sur l'histoire, sur les persos et sur le contexte du projet. Moi, c'est cet aspect que j'ai trouvé très intéressant. Je ne m'attendais pas à ce que ça change ma perception du projet à ce niveau. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, Gwen et Julien. Sur la réalité mixte? Gwen, peut-être? bah, c'est marrant parce que, ouais, mais moi, moi, je trouve ça super intéressant c'est vrai qu'au départ, nous, on se disait qu'on allait faire une version, bah, il y a eu plein d'idées différentes, mais on se disait qu'on allait faire une version qui allait être en réalité virtuelle. Et à partir du moment où on a décidé de partir sur une possibilité de le faire en réalité mixte, ça m'a tout de suite enchanté parce que, effectivement, comme le disait Nicolas, ça colle parfaitement, quoi. C'est assez simple, entre guillemets, à adapter parce que on a l'impression que c'est fait pour. Après, je j'ai pas assez de recul pour me dire que moi, je peux l'interpréter différemment parce que je le regarde chez moi et j'espère que ça peut être le cas chez les utilisateurs réellement, quoi, tu vois? Le fait que ces personnages-là soient chez eux leur donne peut-être plus de crédibilité ou de réalisme finalement, parce qu'ils sont un peu avec eux, quoi. Et je serais curieux de savoir, comment les gens le ressentent, mais c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question,
ça fait sens de se la poser et peut-être de la poser justement aux utilisateurs une fois qu'on aura un peu plus de feedback, parce que pour le moment, il y a beaucoup de monde qui le voit en festival Oui. et le voit essentiellement en VR pour le moment. Et du coup, je serais très curieux de savoir, d'avoir des feedbacks justement sur comment ils le ressentent en réalité mixte. Ouais. Ouais, parce que réalité mixte en festival, c'est loin d'être idéal. C'est vraiment, c'est chez soi que ça vaut la peine. Bah Oui. évidemment. Sinon, Ouais. faut recréer une scénographie, etc., quoi. Ouais. Parfois. J'ai peut-être une mauvaise question pour Gwen, mais est-ce que sur un projet aussi narratif, ça incite à vouloir écrire une suite ou quelque chose qui réutiliserait le même dispositif narratif? Est-ce que ça vous a posé des questions pour continuer dans cette veine-là, en tout cas? Parce que je sais que vous avez d'autres projets, mais qui n'ont pas forcément les mêmes Ouais, ouais. environnements ou Bah, machin, mais pour le moment, sur le rail, on a des autres projets, mais évidemment, on se dit que ça pourrait être très très marrant d'avoir l'histoire des autres personnages. Moi, enfin, je pense que je l'ai déjà évoqué avec toi. J'aimerais bien savoir ce qui se passait avant avec Exo. Et donc, évidemment, là, ça peut être très très marrant d'aller fouiller un peu en se disant, c'est quoi Exos Planet, quoi? D'où est-ce qu'il vient? Pourquoi il est là, etc. Et voire même un truc super cute avec Skippy's Planet où il y a plein de petits Skippy qui se baladent partout et qui ken, je sais pas. c'est moins pour les enfants aussi, oui. Moi, j'ai pas dit que ça allait être pour les enfants. Mais c'est vrai qu'on en a assez peu parlé, que le côté humoristique de l'histoire aide beaucoup aussi. Moi, je combats un peu. Je suis très très fan de tout ce qui est XR for Cause ou tout ce qui sert à parler des sujets d'actualité ou du réel. Mais on a aussi besoin d'une tranche un peu de contenu. En tout cas, que le numérique peut apporter de l'humour, un peu plus de tout ça. Est-ce qu'on arrive à créer beaucoup d'humour en XR? Est-ce que ça, pour toi, c'est facile? Mais je sais pas si c'est plus simple ou plus facile que sur un autre média. Je pense que si tu t'attaques à l'humour en général, c'est pas simple. Et en écrivant Toute Planète, je me suis pas dit je vais faire rire les gens. C'était pas du tout mon objectif, tu vois. J'ai pas écrit une comédie. J'ai écrit un truc qui pouvait éventuellement faire sourire les gens et où j'aimais rajouter quelques petites blagues entre guillemets ou références ou choses comme ça qui pourraient faire sourire les gens. Euh, mais je suis pas sûr que tu décrives si différemment que ça pour une fiction traditionnelle que pour de la XR. Hmm. Enfin, en tout cas pour le projet là. Peut-être que pour d'autres projets, tu peux jouer de l'humour volumétrique, tu vois. Ça n'existe pas encore. Il y a tellement de choses à inventer, je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à voir, quoi, tu vois. Tu pourrais créer des blagues qui sont jouées sur l'espace, finalement. Enfin, l'espace dans le sens, pas l'espace avec les étoiles, mais l'espace, le lieu, quoi, je veux dire, les dimensions. Il y a plein de choses à faire, quoi. Et donc, du coup, je Hmm. pense qu'il y a encore pas mal de choses à inventer à ce niveau-là aussi, quoi. Oui, il y a encore peu de créateurs qui se lancent un peu dans cet exercice. C'est vrai qu'il y a un risque de ne pas faire rire, notamment. Mais, Ça, c'est sûr. même Gloomy Eyes, qu'on citait tout à l'heure, qui il y a quelques années déjà, avait un peu ce côté-là de vouloir un peu d'humour, un peu de trait d'humeur en tout cas. Messieurs, merci beaucoup. Le projet, on rappelle, est disponible sur MetaQuest et sur l'Apple Vision Pro. Pas d'autres versions de prévues dans le futur. Il n'y a pas d'autres sorties ou d'autres plateformes, non? Pas encore. Pour le moment, Euh, non. je, disons On aimerait que, beaucoup. disons, on réfléchit à, entre autres, possiblement une version en réalité augmentée pour les téléphones, pourquoi pas. Euh, mais on n'est pas en production là-dessus. Disons qu'on est à Ça rentre. une étape Faut repartir. embryonnaire. Ok, on suivra ça de près. Merci beaucoup, messieurs, et puis à très vite alors. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir, bonne journée. Ciao.